Agnès Sinaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste environnementale et enseignante à Sciences Po en master de sciences et politique de l'environnement. Vous avez co-dirigé avec Mathilde Souba la rédaction du livre Gouverner la décroissance aux éditions Les Presses de Sciences Po. Alors c'est le tome 3 déjà. La première question qu'on a envie de vous poser quand on voit le terme décroissance, on s'interroge. Elle est peut-être un petit peu violente cette question, mais est-ce que la décroissance ce n'est pas tout simplement une utopie aujourd'hui ? La décroissance, c'est à la fois une utopie et un destin. Un destin au sens où nos sociétés industrielles ne pourront pas continuer éternellement à consommer autant de ressources et autant d'énergie et autant d'espace sur une planète limitée et aux ressources limitées. Donc non seulement ce n'est pas une utopie, mais c'est inéluctable ? C'est d'abord inéluctable la décroissance. Et pour que ça ne soit pas un crash, il faudrait que ce soit aussi une utopie. Il faudrait que cette décroissance qu'on va subir d'une manière ou d'une autre soit aussi choisie et anticipée de manière démocratique et concertée afin que le monde de demain ne soit pas un monde de Mad Max, mais un monde où on sache vivre ensemble dans des espaces plus limités avec des ressources plus rares. Mais alors, est-ce qu'il faut en déduire que concilier impératifs environnementaux et impératifs de croissance, eh bien, c'est tout simplement impossible ? C'est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus et nous ne sommes pas les seuls. Dennis Meadows et le Club de Rome l'avaient déjà écrit dès 1972 dans un rapport qui s'appelait Limits to Growth, halte à la croissance. Et depuis, tous les indicateurs corroborent le fait que la croissance est en fait à l'origine des grandes dégradations environnementale de notre planète et notamment la croissance de la consommation d'énergie fossile est à l'origine du dérèglement climatique. Ça n'est qu'un exemple parmi d'autres du fait que le modèle de croissance va devenir profondément incompatible avec la survie de notre planète. Alors dégradation environnementale, mais aussi à vous lire dégradation sociale. Alors en quoi cette décroissance permettrait d'être un vecteur d'une meilleure répartition des richesses et une meilleure répartition de l'emploi aussi ? Eh bien, il y a deux exemples. Par exemple, la décroissance propose de partager de manière équitable l'énergie qui reste, notamment le stock d'énergie fossile qui est en train de décroître. C'est une fatalité de la physique. Comment faire pour partager équitablement par individu, par an, une quantité d'énergie limitée, mais à fixer démocratiquement. Et par exemple, on pourrait gérer avec une carte carbone qui fait qu'on saurait qu'on aurait droit à tant de litres d'essence ou de kérosène par an. Et on serait maître comme ça de ces arbitrages énergétiques. Alors, je rebondis sur votre exemple parce que vous écrivez les perspectives ouvertes par la décroissance ne sont pas celles de la crise, mais celles de l'inventivité. Alors, est-ce que vous auriez d'autres exemples comme ça d'initiatives inventives ? Mais justement, un revenu de transition écologique, par exemple, ce serait une forme de statut d'intermittent où on allouerait une sorte d'allocation mensuelle en contrepartie d'activités d'utilité écologique, de réparation ou d'entretien des écosystèmes, d'activités de maraîchage, de jardinage, de verdissement de la voirie, de transport doux. Bref, on inciterait à ce que la société rémunère et reconnaisse l'intérêt social de métiers au service de l'environnement par ce revenu de transition écologique. C'est un exemple d'inventivité possible d'une société décroissante. Alors on a compris qu'il y avait une part d'utopie, il y avait une partie aussi d'inéluctable dans cette décroissance. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, dans le débat politique, c'est une idée qui reste assez minoritaire. Comment est-ce qu'on la développe ? Comment est-ce qu'on fait davantage porter cette idée de décroissance dans le débat public, Agnès Sinaï ? Eh bien, en vendant l'idée qu'en quelque sorte, la décroissance, c'est un peu une assurance sécurité sur l'avenir. Parce que si on veut vivre de manière civilisée, il va falloir partager, il va falloir s'auto-limiter et il va falloir aussi préserver les biens communs comme l'air qu'on respire, par exemple, ou le climat. Et on a tout avantage à accepter le fait qu'il va falloir vivre avec moins pour garantir notre survie à long terme. Donc ça, c'est un aspect des avantages, entre guillemets, à décroître. Puis l'autre aspect, c'est le caractère convivial de la décroissance. Finalement, la décroissance met
le collectif plus que l'individu au cœur des sociétés en proposant de donner de l'importance au partage, à la convivialité, à la collaboration, à des technologies plus conviviales comme ce qu'on appelle les low-tech, les basses technologies que chacun pourrait s'approprier et qui seraient également relocalisées sur des échelles de vie plus proches, hein, par exemple des biorégions, à l'échelle de bassins versants ou à l'échelle de caractéristiques écologiques d'un territoire. Bref, on redimensionnerait finalement les échelles de vie par de la proximité. Et ça fait partie des propositions de la décroissance qui la rendent peut-être un peu plus désirable que ce qu'elle en a l'air à travers cette expression qui fait un peu peur à certains. En tout cas, un programme très vaste et multifacette. Tout à fait, on essaye de montrer que la décroissance, c'est aussi un ensemble de mesures pas si utopiques que ça, sachant que l'utopie, c'est encore une fois une sorte de qualité d'être ensemble d'ici 50 à 100 ans sur une planète qu'il ne faut pas continuer à dégrader. Eh bien, merci beaucoup Agnès Sinaï pour cette présentation. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre publié aux éditions Les Presses de Sciences Po, Gouverner la décroissance. C'est le tome 3, le dernier en date. Merci encore. Merci à vous.